Oui, bonjour, je suis donc Pierre Hougnier, je suis directeur adjoint pour le développement international de Open Edition, qui est l'infrastructure nationale française pour pour la diffusion en accès ouvert des contenus de sciences humaines et sociales. Je suis aussi coordinateur de l'infrastructure européenne Opera, qui est en cours de construction sur le même sujet, diffusion en accès ouvert des contenus de sciences humaines et sociales. Et je suis co-directeur aussi du Directory of Open Access Books dont je vais parler. Ma présentation sera un peu en contrepoint par rapport aux présentations, pas précédentes dans cette session, mais aux premières présentations qui ont été faites lors de cette journée, puisque je vais m'intéresser non pas aux grands éditeurs, mais plutôt aux petits éditeurs. Donc, ça va être plutôt en contrepoint et aux petits acteurs de l'édition scientifique, puisque c'est un domaine dans lequel j'ai un poste d'observation, on va dire, un peu enfin qui fonctionne assez bien. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais essayer de partager quelques idées avec vous et aussi quelques informations. Donc la première chose par laquelle je vais commencer ma présentation, je vais commencer très très large en essayant de vous parler de trois figures du petit dans l'édition, parce qu'évidemment quand on dit petit éditeur ou petit acteur, par opposition aux grands éditeurs ou aux gros éditeurs, évidemment, ça fait référence à tout un tas de choses qui sont pas forcément d'ailleurs très agréables ou très positives. Donc je vais commencer par évacuer cette question. Parce qu'évidemment, quand on parle du petit par opposition au gros, quand on est français et qu'on a une certaine culture politique, évidemment, on a toujours cet inconfort de se dire ah oui, mais ça me rappelle quelque chose, ça rappelle le poujadisme en fait, hein, ce mouvement politique des années 50 mené par Pierre Poujade, de la défense du petit commerce ou du petit acteur économique par rapport aux grandes multinationales, etc. Et donc, je voudrais évacuer cette question ou la poser sur la table tout de suite parce qu'évidemment, elle n'est pas très confortable, juste en disant quelque chose qui est assez intéressant, en fait, qui est peut-être anecdotique, peut-être pas, je ne sais pas. C'est que Pierre Poujade, le papetier de Saint-Céré, tenait une librairie papeterie. Et donc, en fait, son domaine d'activité n'était pas si éloigné du sujet dont on parle ici, puisque il était lié à l'activité d'édition. Je rentre pas dans le détail, il y aurait des choses à creuser par rapport à ça, mais c'est un point assez intéressant. Maintenant, je voudrais évoquer une deuxième figure du petit dans les débats ou les recherches ou les discussions qui ont lieu autour de l'édition en général, pas forcément de l'édition scientifique. Hein, je suis toujours sur un plan large cette fois-ci, puisqu'un des objectifs de cette journée d'études, c'est aussi de confronter les vues ou les visions par rapport à d'autres domaines économiques. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense que cette publication est un peu est aujourd'hui moins fameuse qu'elle l'était il y a plusieurs années lorsqu'elle est parue. Mais donc il y a plusieurs années, il y a évidemment Chris Anderson, le rédacteur en chef du magazine Wired, qui publie ce livre qui s'appelle The Long Tail et qui montre comment il peut y avoir donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il fait reposer son raisonnement sur une analyse de la loi de distribution de Pareto pour montrer que dans un environnement numérique de distribution de biens dématérialisés, eh bien, il y a un avenir économique pour la distribution pour des petites quantités en fait de distribution, donc sur la longue traîne de la loi de distribution, pourvu qu'elle soit agrégée sur des plateformes de distribution. Et évidemment, si je me souviens bien, dans son livre, il évoque le modèle Napster, si je me souviens bien, mais évidemment, c'est le modèle Amazon aussi qui est un peu au cœur de ce raisonnement. Et ce que je trouve assez amusant, si vous voulez, c'est que on a évidemment on va dire le cursus et l'univers socio-culturel ou politico-socio-culturel où Chris Anderson se déplace est très à l'opposé de celui de Pierre Poujade, mais finalement on a des points communs qu'on retrouve ici dans cette idée de s'intéresser aux petits par opposition aux gros. Et je trouve ça plutôt amusant et ça peut donner matière à réflexion. Et puis il y a une troisième figure que je voudrais évoquer qui est celle qui me plaît le plus
plus, pour vous dire les choses de manière très honnête, c'est une figure collective cette fois-ci, hein, puisque c'est un collectif d'éditeurs, alors pas forcément d'éditeurs scientifiques, mais d'éditeurs dans tous les domaines, plutôt en littérature d'ailleurs, qui se qualifient eux-mêmes non pas de petits éditeurs, mais d'éditeurs indépendants, et qui créent à la fin des années 90, au début des années 2000, une alliance internationale des éditeurs indépendants pour défendre dans un certain nombre de manifestes le concept qu'ils inventent sur la base d'une invention qui a été faite par des éditeurs chiliens à la fin des années 90, sans doute, le concept de bibliodiversité, qui vise à rassembler et à promouvoir et à défendre la diversité justement de l'offre d'édition dans sa diversité culturelle, linguistique, de type d'acteurs à travers le monde. Encore une fois, par contrepoint à la domination d'acteurs intégrés beaucoup plus importants, beaucoup plus gros, qui vont avoir tendance à dominer le marché. Donc, c'est une troisième figure qui est intéressante en guise d'introduction. Alors, après l'introduction, je voudrais vous parler du poste d'observation à partir duquel je vais vous parler d'un certain nombre de choses en ce qui concerne l'édition scientifique cette fois-ci. Donc, moi, comme je l'ai dit, je suis co-coordinateur avec Suzanne Dumouchel de Opéra, dont l'acronyme tient pour Open Scholarly Communication in the European Research Area for Social Sciences and Humanities. Donc, c'est un projet de construction d'une infrastructure distribuée de soutien à l'accès ouvert en sciences humaines et sociales au niveau européen et au niveau international. Donc, c'est une structure qui est relativement jeune et qui est en cours de construction et qui rassemble aujourd'hui, qui grandit en fait assez rapidement, puisque mon graphique est déjà faux en fait, puisqu'elle recueille aujourd'hui, elle rassemble aujourd'hui une soixantaine d'acteurs de tout type. Donc, ça peut être des éditeurs, mais ça peut être aussi des infrastructures, des plateformes, des fournisseurs de services, des institutions, des bibliothèques aussi, qui sont acteurs dans ce domaine de l'édition en accès ouvert de sciences humaines et sociales à travers 17 pays, dont la plupart évidemment sont des pays européens. Alors le point qui est assez intéressant, pourquoi c'est un poste d'observation? Parce que la plupart de ses membres sont évidemment, à part les grosses institutions, etc., sont plutôt des petites équipes, des petites structures en taille et en ressources et en moyens, bien sûr, qui cherchent à coopérer ensemble, qui cherchent à travailler ensemble en partageant un certain nombre de services, de savoir-faire aussi, de technologies, pour développer un écosystème viable, un peu dans le même esprit que la présentation de Vanessa Plonman qui a précédé la mienne. Alors, je vais vous donner des exemples un peu plus concrets. Si je m'intéresse maintenant aux éditeurs, aux structures éditoriales qui sont représentées dans Opéra de manière directe ou indirecte, je vais dire que j'ai trois catégories. D'abord, j'ai des PME qui peuvent être for profit ou not for profit, donc à but lucratif ou sans but lucratif, donc vraiment des petites et moyennes entreprises. Donc, je vous donne ici trois exemples. Open Book Publishers, qui est ce qu'on appelle un éditeur scholar-led, qui a été créé par un chercheur et qui est développé par une petite équipe autour d'un certain nombre de chercheurs. Il y a Ubiquity Press, donc Open Book Publishers, il est basé au Royaume-Uni. Il y a Ubiquity Press qui est aussi basé au Royaume-Uni. Donc, c'est vrai qu'au Royaume-Uni, il y a tout un secteur économique de petits éditeurs en accès ouvert, très innovants, portés beaucoup par des chercheurs qui est en train de se développer. Mais il ne faudrait pas croire que le Royaume-Uni est le seul pays où c'est le cas, puisque, par exemple, en Italie, il y a tout un tissu économique de petits éditeurs qui sont en train d'effectuer leur conversion vers l'accès ouvert et vers l'édition numérique. Et je vous en donne un exemple, puisque c'est un de nos partenaires principaux en Italie, qui s'appelle Lexis, et qui en est un bon représentant, qui est basé à Turin, cette fois-ci au nord de l'Italie. Et c'est pas complètement, à mon avis, c'est pas complètement un hasard. Je reviendrai sur cette question. Bien sûr, on a des presses universitaires aussi, du type UCL Press, Stockholm University Press, la presse universitaire de l'université de Göttingen. Et au-delà de cela, on a des associations de presse universitaire, donc en particulier l'Association européenne des presses universitaires et IUP, qui rassemble, si je me souviens bien,
Non, en fait, je dirais des bêtises parce ils grandissent aussi très vite. Ils ont plusieurs dizaines, alors ça, je peux vous le dire, de presse universitaires à travers le monde qui sont membres à travers l'Europe, qui sont membres de cette association. Puis on a des associations nationales aussi, comme la Pêche, par exemple, qui est l'association portugaise des presses universitaires qui rassemble, je pense, une petite dizaine de presses universitaires au niveau du pays. Et puis, on en a d'autres aussi, d'autres structures éditoriales que l'on voit apparaître, non pas directement, mais indirectement par les plateformes qui les diffusent, donc qui diffusent leurs revues ou qui diffusent leurs livres. Typiquement, ceux qui sont diffusés par la plateforme Cielo ou la plateforme Redalic en Amérique latine, ceux qui sont diffusés par Open Edition en France et dans un certain nombre de pays européens, ou ceux qui sont aussi enregistrés dans le Directory of Open Access Books qui est membre d'Opéra. Et je voudrais me concentrer 2 minutes sur ces autres, justement. Donc, si vous regardez, par exemple, le catalogue de revues d'Open Edition, vous avez une entrée par éditeur et vous vous rendez compte que par le terme éditeur, en fait, on peut voir tout un tas de types de structures différentes. Donc, ça peut être des presses universitaires, ça peut être des structures éditoriales indépendantes comme Open Book Publishers ou Ubiquity Press, comme je l'ai dit, mais ça peut être aussi des institutions de recherche, des départements de recherche dans des institutions, des sociétés savantes. Il y a beaucoup de sociétés savantes qui toutes, en fait, sont des petites structures et ont très peu de titres. Et donc, vous avez cette galaxie, on va dire, de petites structures éditoriales qui, toutes ensemble, en fait, diffusent un grand nombre de revues ou un grand nombre de collections de livres, mais qui sont très, très éparpillées. C'est ce qu'on voit aussi avec le DOAB, Directory Open Access Books. Je crois qu'il y a 30 000 ou 40 000 livres qui sont recensés aujourd'hui sur le DOAB et qui correspondent à 600 éditeurs qui, pour la plupart, alors bien sûr, il y a des gros éditeurs d'une certaine manière, enfin gros, tout étant égal par ailleurs, qui diffusent plusieurs milliers de livres, mais vous avez, ou qui éditent plusieurs milliers de livres, mais vous avez toute une galaxie aussi de petits éditeurs qui ont des catalogues de plusieurs dizaines de titres, voire plusieurs centaines de titres, mais guère plus, et qui sont là et qui encore une fois tout ensemble, eh ben, constituent une offre considérable et qui n'est pas à négliger. Alors, je voudrais avancer maintenant en vous parlant évidemment de l'étude dont Vanessa Plodman vous a parlé aussi, puisque tous les deux, Vanessa et moi, ainsi que Jeroen Bosman, Bianca Kramer, Jan-Erik Franstag et Pierre-Carl Langlais, nous avons réalisé ensemble cette étude. C'était une étude qui a été réalisée sur les revues Diamant. Donc qui a été commandité par la coalition S, comme vous le savez sans doute, et dont nous venons de publier les résultats, comme Vanessa l'a montré, comme je le montre aussi. Je vous donne ici dans mes slides les références. Alors, à nos deux rapports, donc on a publié notre rapport en deux parties pour être bien clair et honnête avec la communauté sur, d'un côté, ce qui relève des résultats de la recherche qui a été faite, et de l'autre, les recommandations que nous faisons, qui ont une part de subjectivité d'une certaine manière. C'est basé sur l'analyse des résultats, mais ce sont aussi des choix que nous avons faits en tant que groupe d'études pour effectuer ces recommandations. Et puis, je voudrais aussi insister sur le fait que vous pouvez vous-même explorer le corpus des résultats que nous avons accumulés, qui sont diffusés pour la communauté en CC0, en licence CC0 pour réutilisation et nouvelles études. Alors, évidemment, je ne vais pas vous présenter tous les résultats de l'étude, ce serait beaucoup trop long, et j'ai bien peur que ma présentation soit déjà un peu trop longue. Je voudrais juste pointer quelques éléments qui sont liés à ce dont je suis en train de parler, c'est-à-dire la question de la taille des structures éditoriales et la présence de ces petits éditeurs, ces petites structures éditoriales. Donc, nos collègues Jeroen Bosman et Bianca Kramer en particulier ont beaucoup travaillé sur l'édification, sur la peinture, le dessin du paysage de ces revues dites diamants, c'est-à-dire ces revues en accès ouvert qui ne facturent pas d'APC aux auteurs, donc qui sont gratuites à la fois pour le lecteur et pour les auteurs. Et ils ont, à la suite d'un certain nombre de calculs assez compliqués à expliquer, estimé que la totalité probable du nombre de ces revues serait de 29 000 revues de par le monde, ce qui est assez important et considérable.
Euh, Nous avons effectué ils ont surtout effectué des recherches sur, en se basant sur un certain nombre de bases de données bibliographiques, en particulier DOAJ, Rhodes, mais d'autres aussi, essayer d'établir quelle est la taille des éditeurs correspondant à ces revues diamants. Et on voit, donc ils ont effectué des études contrastées entre les revues diamants d'un côté et les revues basées sur APC de l'autre. Et on voit à la fois le grand contraste où on voit comment ce peuple de revues diamants en fait sont édités, comme je vous l'ai montré en fait à travers l'exemple particulier d'Open Edition, par des éditeurs ou des structures éditoriales qui sont très petites au sens où elles ont très peu de revues. Et en fait, vous voyez que la plupart des structures éditoriales ont une seule revue. Pourquoi? Parce que ce sont des sociétés savantes qui publient leurs revues, tout simplement. Et après, vous avez beaucoup d'universités qui ont entre 2, 5 ou quelques revues et beaucoup moins de structures éditoriales qui ont des gros portefeuilles de revues de type une centaine ou plusieurs centaines. D'ailleurs, les revues elles-mêmes, dans ces revues Diamant, sont de taille plutôt modeste en termes de nombre d'articles publiés. Et ça contraste aussi pas mal avec les revues basées sur APC, ce qui a tout un tas d'implications sur lesquelles on pourra revenir si vous le souhaitez. J'essaye d'avancer assez vite pour vous dire aussi que une grosse partie de l'étude, donc ici c'est un résultat qui a été fourni par Pierre-Carl Langlais, qui est un des chercheurs qui a travaillé sur cette étude. Une grosse partie de l'étude a porté sur la question qui est possesseur, en fait, qui est la structure éditoriale qui possède le titre et qui possède donc la revue. Et on voit que dans une large mesure, ces revues dites diamants sont éditées dans un contexte très fortement institutionnel, donc j'imagine que ça vous intéresse vous beaucoup, en particulier les universités, les sociétés savantes, les organismes de recherche, donc, qui sont des structures publiques ou à but non lucratif en tout cas. Et ça c'est un graphique qui vient de la partie de l'étude qui a été réalisée par Vanessa Prodman, qui a parlé juste avant moi, qui elle s'est beaucoup intéressée à la question de la sustainability, donc de la durabilité financière et de la stabilité financière de ces revues, comme elle l'avait fait avant sur les infrastructures. Et on voit que les revenus qui soutiennent et qui financent la production de ces revues ou l'édition de ces revues sont beaucoup des revenus non monétaires. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ce sont beaucoup de ce qu'on appelle de in-kind support, c'est-à-dire du détachement de personnel ou de la mise à disposition de personnel, en particulier des institutions, pour prendre en charge la production de ces revues, mais aussi du volunteering, donc du travail bénévole. Donc ça, c'est un des grands résultats de l'étude, c'est que nombre de ces revues, en fait, reposent sur du travail bénévole de chercheurs en particulier, de jeunes chercheurs, de doctorants, et c'est un point qui est assez important à partir duquel on peut tirer un certain nombre de conclusions. En termes de coûts, cette fois-ci, on voit que la structure de coûts de ces revues est aussi relativement faible, puisque la plupart d'entre elles ont des coûts qui sont qu'elles évaluent elles-mêmes. Alors, c'est de l'auto-évaluation, évidemment, donc il y a beaucoup de limitations à ce genre d'évaluation, entre 1000 et 10 000 dollars ou euros par an, ce qui est relativement faible. Et puis, je vous montre aussi un graphique sur la taille des équipes. On les a interrogés sur quelle est la taille de l'équipe éditoriale qui s'occupe de votre revue. Et vous voyez que la plupart sont à moins de 1 FTE, donc ETP pour les Français, par an. Et puis, un grand nombre sont entre 1 à 2 ou 3 à 5. Et là, déjà, on commence à être dans les grosses revues. Donc, vous voyez que c'est des tailles qui sont très, très réduites. Donc là, on a vraiment des petites structures éditoriales et des petites structures pour s'occuper de ces revues. Et évidemment, donc là, je rentre pas dans le détail parce qu'il y a tout un tas de résultats qui sont liés à ça, mais je vous montre juste ce graphique-là qui vous montre, à partir de questions ouvertes qu'on a posées dans le questionnaire à nos 1619 revues qui ont répondu, qu'il y a un véritable besoin de mutualisation. Donc, ces revues expriment un besoin de mutualisation en termes d'accès à des outils ou à des services mutualisés qui soutiendraient leur activité, même devant le besoin d'accéder à des structural funding, c'est-à-dire à de l'argent en quelque sorte qui structurellement viendrait soutenir leur activité. Donc ça, c'est aussi un résultat qui est assez intéressant.
Alors, sans vouloir prendre trop de temps, au-delà de l'étude, je voudrais simplement vous dire que, et essayer de discuter avec vous de cette idée selon laquelle en fait, ces petites structures éditoriales dont j'ai parlé, que j'ai un peu identifiées, que l'on peut observer un peu dans le milieu et dont on ne parle pas assez, à mon avis, parce qu'elles sont là et elles sont relativement invisibles en tant que sujet à proprement parler, sujet d'étude, sujet de conversation, sujet de politique. Elles essaient de s'organiser ici et là. Et donc, je voudrais vous parler de quelques initiatives que je trouve assez intéressantes à suivre. Alors, la première, vous la connaissez très bien en fait, c'est l'appel de Jussieu en fait pour la science ouverte et la biodiversité. Ce qui est assez intéressant dans cet appel de Jussieu, c'est que il fait le lien entre accès ouvert, science ouverte et biodiversité, qui implique une science véritablement ouverte ou un accès véritablement ouvert ne consiste pas seulement à rendre l'accès ouvert au contenu, mais aussi à promouvoir, soutenir une diversité d'acteurs de l'édition scientifique, donc diversité culturelle, diversité linguistique, diversité de structures, qui est une manière de réaliser pleinement et jusqu'au bout ce qu'on pourrait appeler la science ouverte. Donc ça, c'est un point qui est assez important. La biodiversité, selon l'appel de Jussieu, fait partie intégrante en fait de la définition de la science ouverte et devrait être défendue comme telle. Euh, cette question a été retravaillée, rediscutée à de multiples occasions et elle l'est de plus en plus. Donc, je vous donne quelques exemples. J'ai organisé il y a quelques années, alors, certains d'entre vous y étaient. Enfin, j'espère voilà, c'était un moment qui était plutôt chouette. Une conférence à Marseille, au Palais du Pharo, qui est la conférence LPUB sur la publication scientifique numérique. Et nous avons choisi, à l'occasion de la conférence LPUB de 2019, justement de traiter de cette question de la biodiversité et de la mettre au centre de nos discussions. Et on a eu droit à des présentations qui étaient vraiment intéressantes, sur lesquelles je reviendrai. Par ailleurs, il y a un certain nombre d'acteurs dont je suis, mais plutôt sous la direction de Kathleen Shearer, en l'occurrence, de Coar, avec des gens comme Leslie Chan, Irina Kuchma et d'autres, qui essayons aussi de défendre ce besoin de soutenir la biodiversité dans la communication savante et d'appeler à des actions, en particulier de soutien financier à la biodiversité. Donc, il y a eu cet appel que nous avons lancé il y a quelques années, qui a eu un certain retentissement. Voilà. Kathleen a continué à travailler, d'ailleurs, Kathleen Shearer a continué à travailler avec, par exemple, Ariana Besseril, qui représente Redalic et Amélica, donc cette double initiative d'Amérique latine, pour aussi promouvoir cette notion de biodiversité, cette fois-ci dans la perspective d'un rééquilibrage de relations politiques, culturelles et scientifiques entre, on va dire, un nord global et un sud global. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que cette problématique de la biodiversité, hein, qui concerne au premier chef des petites structures éditoriales et le fait de devoir ou de vouloir soutenir cette diversité de petites structures éditoriales, intéresse pas seulement, on va dire, les non-anglophones, mais intéresse aussi nos amis britanniques et anglophones, et en particulier Rupert Gatty, qui est directeur de Open Book Publishers, qui a publié avec Lucy Barnes ce papier sur la possibilité, à partir de ce concept de biodiversité, de la mettre en pratique à travers le développement d'initiatives de coordination, de communautés, on va dire d'éditeurs ou d'acteurs de l'édition, qui vont travailler ensemble pour développer ensemble des services, des infrastructures ou des offres éditoriales. Et c'est justement à l'occasion de la conférence LPUB 2019 qu'ils ont présenté ce papier. Et ce papier a eu des suites avec cette idée qui est développée par ScholarLed, la coalition ScholarLed, hein, qui est une coalition de petits éditeurs plutôt britanniques qui sont dirigés ou créés par des chercheurs, de Scaling Small. Alors évidemment, ça m'intéresse beaucoup cette idée de Scaling Small, parce que il y a cette idée qu'ils portent et qui est discutable, hein, bien sûr, mais qui est intéressante, à mon avis, et un peu novatrice, que ces structures éditoriales
ne mesureront pas leur succès à leur capacité à devenir de grosses structures éditoriales, mais à monter en puissance, en quelque sorte, collectivement, tout en restant de petites structures servant des communautés bien particulières, chacune d'entre elles. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant comme approche et ça mériterait, à mon avis, d'être mieux examiné, plus discuté avec l'ensemble des parties prenantes dans l'écosystème. Alors en particulier, ils ont eu un financement récemment de la fondation Arcadia et de Research England, si je me souviens bien. Donc un double financement pour développer un projet qui s'appelle Copim et dont que je vous conseille d'aller regarder sur la plateforme PubPub en particulier. Le projet Copim vise à rassembler justement, alors c'est plutôt nord-américain et britannique, ces petits éditeurs, majoritairement de sciences humaines et sociales, qui, parce qu'ils publient des livres en accès ouvert, pour travailler en communauté ensemble à développer des infrastructures et des services qui leur permettent de se développer, d'assurer leur soutenabilité financière à l'avenir et ainsi de suite. Alors, j'entre pas dans le détail, mais ils ont développé tout un tas de... Ils sont en train, en tout cas, de développer, parce qu'ils sont au début de leur projet dans la première année, ils sont en train de développer tout un tas d'initiatives, par exemple, pour diffuser les métadonnées de leurs livres de manière coordonnée, de telle manière que les bibliothèques, par exemple, puissent les intégrer dans leur catalogue plus facilement. Parce que ces petits éditeurs, évidemment, sont exclus des grands agrégateurs de métadonnées avec lesquels vous travaillez au quotidien. Ils ont énormément de mal à y entrer, donc du coup, ils essaient de développer leur infrastructure. Évidemment, il y a la question aussi de la gestion financière des soutiens que les bibliothèques ou les institutions pourraient apporter à ces éditeurs et la question de la coordination. C'est un autre work package de ce projet. Et il y a tout un tas d'autres sujets sur lesquels ils travaillent qui sont aussi passionnants. Je voudrais juste pratiquement finir en vous disant que le groupe Knowledge Exchange s'intéresse aussi à cette notion de petit éditeur puisqu'il a formé récemment un groupe d'études sur cette notion de smaller publishers. Donc, ils sont en train de travailler justement à la définition, qu'est-ce que c'est qu'un smaller publisher et ainsi de suite. Et donc, c'est aussi un signal pour moi, un signal fort finalement que ce sujet du petit éditeur et devient un sujet en fait et commence à susciter de l'intérêt dans la communauté. Alors, je termine avec cette fameuse notion d'industrial district qui a été annoncée, dont je n'ai pas encore parlé. Juste pour vous dire qu'à mon avis, et puisque un des objectifs de la journée d'études, c'est aussi de lier notre domaine avec d'autres secteurs économiques et de voir s'il n'y a pas des choses à apprendre d'autres secteurs économiques finalement, ben, il me semble que ici c'est totalement le cas pour les petits éditeurs, pour les petites structures éditoriales en particulier. Qu'est-ce que c'est que le concept d'industrial district? C'est un concept qui a été inventé par Alfred Marshall à la fin du 19e siècle, donc un économiste célèbre qui publiait les Principles of Economics. Et en particulier, Marshall conceptualise le fait que à côté, on va dire, des structures industrielles classiques ou dominantes qui se construisent au 19e siècle de concentration et de grossissement par intégration des firmes, eh bien, il y a des secteurs d'activité, des secteurs de production industrielle qui sont dominés non pas par des grosses entreprises dominantes sur le marché, mais par des écosystèmes ou des communautés de petites entreprises, souvent familiales, qui peuvent être très innovantes, qui sont très spécialisées souvent et qui travaillent ensemble dans un écosystème à l'intérieur desquels elles partagent un certain nombre de fonctions clés qu'elles ne peuvent pas assumer chacune d'elles indépendamment des autres parce qu'elles sont trop petites. Et du coup, Marshall théorise le fait que ce type de structuration industrielle peut être extrêmement productif, peut être extrêmement innovant et a tout à fait la capacité d'être compétitif
dans des marchés relativement globaux, bien que ce soit avec des petites structures industrielles, des petites entreprises. Et ça, c'est un modèle que je trouve assez intéressant, qui nous permet de réfléchir en fait à notre domaine avec un œil un peu différent, puisqu'il part d'une perspective un peu différente. Alors évidemment, pour ceux qui connaissent un peu ce domaine et puis éventuellement l'économie, vous savez qu'il y a de nombreux exemples en fait d'industrial district. Il y a un quasi équivalent en vocabulaire économique qui est celui de cluster, qui est un peu différent, mais peu importe. Et il y a de nombreux exemples de domaines où ces industrial districts existent. En particulier, par exemple, dans le nord de l'Italie, ça a été beaucoup étudié dans le nord de l'Italie par un certain nombre d'économistes, et en particulier à partir des années 90, par un économiste italien qui s'appelle Giacomo Beccatini, qui a fait tout un tas de publications qui ont fait toujours sur le sujet. Et vous savez, ce sont ces vallées du nord de l'Italie où vous avez des industries très spécialisées sur l'industrie du luxe, par exemple, ou sur la mécanique de haute précision, etc., et qui, encore une fois, sont structurées autour de petites entreprises familiales qui travaillent en réseau et qui travaillent en écosystème. En France, pour ceux qui connaissent, dans le Jura, il y a Oyonnax, qui est au cœur de ce qu'on appelle la Plastic Valley, qui est un réseau de petites entreprises spécialisées sur la fabrication de moules à pièces plastiques de haute précision pour des domaines de niche, etc., et qui correspondent tout à fait à ce type de structuration industrielle. Alors, je termine en vous disant à suivre, parce que pour ma part, en tout cas, c'est un peu le début d'une réflexion sur cette question-là. Moi, ce que j'aimerais faire, et évidemment, c'est des suggestions que je lance un peu comme ça à la communauté, c'est, à mon avis, ce qui serait intéressant de faire, ce serait d'identifier les domaines de l'édition scientifique de ces petits éditeurs dans lesquels une mutualisation est possible et souhaitable. Alors, notre rapport sur les revues Diamant, et en particulier les recommandations, commence à élaborer des pistes et à proposer des pistes pour cela. Il serait intéressant de mieux comprendre les mécanismes de coopétition entre les acteurs, parce que ce qui est très intéressant dans la notion d'industrial district, c'est que ces firmes qui sont spécialisées mais qui produisent toutes la même chose, elles sont à la fois en compétition les unes avec les autres, en concurrence les unes avec les autres, mais elles sont en même temps en coopération les unes avec les autres. Il y a des choses pour lesquelles elles coopèrent, des choses pour lesquelles elles sont en compétition. Et donc, c'est intéressant de comprendre ces mécanismes dits de coopétition. Moi, ce que j'aimerais aussi, ce que je trouverais intéressant, ce serait justement d'apprendre plus de ce que l'on sait d'autres secteurs économiques. C'est le Plastic Valley à Oyonnax, ces autres secteurs dans le nord de l'Italie ou dans d'autres régions du monde où justement nos petits éditeurs, ils pourraient apprendre, ils pourraient avoir des exemples. Ce serait intéressant, et là je m'adresse particulièrement à vous qui travaillez dans un contexte institutionnel, c'est de modéliser les interactions de ces petites structures éditoriales avec leur environnement institutionnel, où là on a des grosses institutions qui n'ont pas forcément l'agilité, qui ont des difficultés à communiquer, que ce soit du point de vue informationnel, mais aussi opérationnel, voire financier, avec ces petites structures. Faudrait travailler les modèles de coordination et de gouvernance de ce type de structuration, travailler ce que j'appelle le community building et le capacity building, donc comment construire des communautés qui travaillent ensemble et leur donner les capacités de travailler ensemble. Et puis, je termine en vous renvoyant la balle, en vous disant, si vous avez des suggestions, discutons-en maintenant, justement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. La première question, ce serait comment favoriser la mutualisation des petits pour qu'ils soient plus résilients par rapport aux gros? Alors, vous m'entendez toujours ? Oui. Oui, d'accord, ok. Oui, alors effectivement, c'est une des questions que je pose à la fin, justement. Alors, il y a plusieurs manières. J'ai pas de réponse toute faite, mais je vais essayer de lister des pistes éventuellement. Je pense que les infrastructures jouent un rôle assez essentiel pour ça. Je suis parti de l'exemple d'Open Edition, qui est en interrelation avec 500 revues
qui est quasiment autant de structures éditoriales, finalement, des sociétés savantes, des départements de recherche, des presses universitaires, etc. C'est la même chose avec le DOAB, qui est en interrelation, finalement, avec 600 structures éditoriales. Alors, à l'échelle encore plus grande, Cielo, qui est en relation avec, plusieurs centaines aussi de structures éditoriales, etc. Donc, en fait, ces infrastructures qui offrent des services partagés, à mon avis, ont vocation, si elles le peuvent, parce que ça implique des moyens de le faire, justement, de soutenir le travail en communauté et le travail en synergie de ces structures éditoriales, de les mettre en relation et d'animer et de faire en fait ce qu'on appelle du community management, c'est-à-dire d'animer ces communautés pour leur permettre, exactement comme vous dites, d'être plus résilientes dans leurs relations et dans leur rapport de force par rapport à des éditeurs intégrés et de grande taille. Une autre question, toujours pareil sur ces petits éditeurs. En fait, que pourrait-il mutualiser en gros, quels sont les services qui pourraient mutualiser Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a exploré, par exemple, dans l'étude Diamant en particulier. Et à mon avis, on n'est pas au bout de notre chemin là-dessus. Parce que c'est assez compliqué de savoir qu'est-ce qui doit être mutualisé et qu'est-ce qui ne peut pas l'être. Alors, je vais essayer de faire des suggestions, mais je ne suis pas sûr de moi, en fait. Donc, c'est vraiment des suggestions. Ce qui semble assez évident en termes de mutualisation, c'est ce qui existe déjà, c'est-à-dire justement ces infrastructures, c'est-à-dire ces plateformes qui vont héberger, diffuser les contenus et surtout les métadonnées. Parce que là, on voit que c'est typiquement des domaines techniques dans lesquels la mutualisation est la plus facile à faire, enfin la plus évidente. Et d'ailleurs, c'est par là que ça a commencé. La mutualisation, elle peut s'opérer aussi sur le développement, la recherche et développement, puis le développement d'outils techniques communs du type outils d'édition. Donc, il y a un acteur que je n'ai pas du tout cité et je m'en rends compte maintenant et que j'aurais dû citer depuis le début. C'est le Public Knowledge Project, PKP, qui développe des outils d'édition comme Open Journal System et Open Monograph Press et qui est un exemple évident de mutualisation finalement, puisqu'il fournit un outil dont chacun va pouvoir se saisir pour pouvoir éditer ses propres contenus. Donc là, on voit qu'on a des domaines un peu évidents de mutualisation sur le plan technique, on va dire, de gestion technique en termes d'infrastructure technique. Après, il y a des choses qui sont moins évidentes. Le copy editing. Donc ça, c'est par exemple, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée en réalisant l'étude sur les revues Diamant. Les revues, dans pas mal de cas, ont exprimé un besoin de mutualisation du copy editing. Donc, en fait, par exemple, de mutualisation du travail d'édition sur les contenus à proprement parler, de correction, de préparation des contenus, etc. Mais évidemment, on se dit, étant donné la diversité même des contenus, à travers les différentes disciplines, les différentes langues, les différentes cultures, les cultures nationales et ainsi de suite, on ne voit pas vraiment l'opportunité d'avoir une espèce d'usine mondiale où il y aurait des centaines d'éditeurs qui éditeraient du contenu à la chaîne comme ça, sans avoir une connaissance en fait de la spécificité, par exemple, des domaines et des contenus qu'ils éditent. Donc à ce moment-là, la mutualisation, si elle a lieu, elle doit se faire à d'autres niveaux. Ça, par exemple, en France, il y a des MSH qui créent des pôles éditoriaux, par exemple, qui mutualisent des ressources pour un certain nombre de revues ou pour publier des livres aussi. Donc là, il y a la question du niveau. À quel niveau la mutualisation est-elle la plus préférable et comment peut-elle s'organiser? Donc là, vous voyez, c'est plus incertain en fait. La réponse est moins évidente et à mon avis, il faut y travailler en termes de modélisation de manière plus forte. Et puis, je termine sur un dernier point qui est la question du revenue management, c'est-à-dire de la gestion financière. Il y a quelque chose qui apparaît assez clairement, donc là, cette fois-ci, vraiment sur la question de l'accès ouvert, c'est que vous avez toutes ces petites structures éditoriales qui font de l'accès ouvert et qui vont aller chercher des ressources financières pour soutenir leur activité. Donc là, on est vraiment sur le développement de modèles économiques pour l'accès ouvert. Et je pense qu'un certain nombre de personnes qui sont dans la salle là, actuellement le savent. C'est un véritable problème pour les bibliothèques, parce que les bibliothèques se retrouvent confrontées à des demandes, des micro-demandes qui peuvent venir un peu de partout,
et où ça va être compliqué de faire des choix et surtout après de gérer des transactions financières auprès de toutes ces petites structures éditoriales. Donc la question aussi qu'il faut se poser, c'est de la capacité de ces petites structures éditoriales à gérer des flux financiers qui est loin d'être simple et résolu. Et à mon avis, là, il y a véritablement un domaine. Donc Copim, par exemple, c'est un leur work package. C'est la question de peut-on imaginer une structure intermédiaire de gestion de flux financiers en fait et de facturation pour aller vite, hein, qui fasse des packages en fait et qui permettent de dialoguer de manière transparente d'une certaine manière et aussi intégrée avec les institutions qui peuvent pas tout simplement distribuer comme ça des fonds à des centaines de structures sans coordination. Donc là, c'est aussi un domaine sur lequel il pourrait y avoir de la mutualisation, mais qui reste dont les modalités concrètes restent à trouver. Et il y a sans doute d'autres domaines, mais je vous ai pris 3 exemples. Très bien. Alors, 2 autres questions sur toujours ces petits versus les gros. Une question, c'est est-ce que la trop petite taille des éditeurs n'impacte pas la qualité éditoriale? Ah ouais, bonne question. Alors, la question, c'est déjà, enfin, il y a 2 questions. C'est est-ce qu'elle n'impacte pas la qualité scientifique et est-ce qu'elle n'impacte pas la qualité éditoriale? En ce qui concerne la qualité scientifique, je voudrais juste insister sur un point, c'est que lors de notre enquête Diamant, on s'est rendu compte que l'immense majorité des revues Diamant, donc qui encore une fois sont éditées par des petites structures éditoriales, etc., en fait appliquent des critères de sélection et de qualité scientifique qui sont assez élevés. Par exemple, la grande majorité d'entre elles appliquent l'évaluation par les pairs un double aveugle sur leur contenu. En ce qui concerne la qualité éditoriale, on aurait tendance à dire oui. Pourquoi? Parce qu'une petite structure, elle va avoir du mal à avoir, par exemple, un professionnel expert pour pouvoir éditer ça ou ces 2 ou 3 revues éventuellement. Ça va être compliqué pour elle d'accéder en fait à cette expertise technique dont elle a besoin. C'est là que, justement, le concept d'industrial district, à mon avis, est très intéressant parce que dans d'autres domaines de production industrielle, justement, les entreprises ont résolu ce problème parce que les gens là qui font des moules en plastique, des moules pour les pièces en plastique à Oyonnax, ça demande quand même une grande technicité en fait pour pouvoir le faire. Et donc, en travaillant en industrial district, c'est-à-dire en communauté, justement, ils vont pouvoir avoir accès à des personnels qui ont une expertise technique forte, qui vont pouvoir circuler, on va dire, entre les entreprises, se les échanger, éventuellement financer des formations de pointe pour leur personnel et ainsi de suite. Donc, l'industrial district, c'est une manière de répondre à cette question-là en disant, indépendamment, enfin, chacun d'eux dans leur coin, certainement, ça doit poser un problème de qualité éditoriale, de faire comme ça, mais s'ils travaillent ensemble, et donc là, c'est les questions de formation et de gestion des ressources humaines, en fait, qui se posent. À ce moment-là, c'est un bon moyen pas de résoudre le problème, mais en tout cas d'améliorer la situation. Et puis, je voudrais juste dire que ce n'est pas parce qu'une structure éditoriale est très grosse qu'elle garantit une grande qualité de ses contenus. Très bien. Est-ce que vous avez encore le temps pour une remarque et 2 questions ou, Oui. Parfait. Donc, une remarque d'Adeline qui dit « Dans les négociations Couperin avec d'importantes sociétés savantes américaines et britanniques, ces sociétés se présentent comme de petits éditeurs par opposition aux gros éditeurs commerciaux et l'utilisent comme argument pour justifier leur hausse de tarifs. » Oui, alors ça, c'est vraiment, c'est quelque chose que je voulais dire, puis j'ai pas eu le temps parce que je pouvais pas tout dire dans ma présentation, mais je suis totalement d'accord. La notion de petit et de gros sont des notions relatives. Et ça, c'est très intéressant. De Gruyter, c'est un gros éditeur ou un petit éditeur? D'un certain point de vue, De Gruyter, c'est un petit éditeur. Ils se considèrent eux-mêmes, d'ailleurs, c'est une GmbH. Donc, en fait, fiscalement, ils sont considérés comme une PME. C'est un éditeur indépendant. Ils se considèrent eux-mêmes plutôt comme un petit éditeur.
Par contre, pour un chercheur allemand en sciences humaines et sociales, c'est un gros éditeur. Donc, en fait, c'est aussi une question de point de vue et de relation. Oxford University Press, c'est un gros éditeur ou un petit éditeur? C'est une question de point de vue. Relativement à Elsevier, oui, c'est un petit éditeur. Relativement à Open Book Publisher, c'est un géant. Donc, je suis d'accord. C'est des questions, c'est vraiment des questions relatives, en fait. Très bien. Ensuite, est-ce que vous avez regardé alors, avez-vous regardé la part des revues Diamond qui ont plus d'un financeur et le lien que ça peut avoir sur la pérennité des revues dans le temps? Oui, ça c'est un des résultats de l'étude. Alors je regrette que Vanessa soit plus là, mais c'est quelque chose c'est un sujet qu'elle traite, Vanessa Elle Podman. est là, on peut peut-être la faire, je vais l'inviter. Ah oui, ok. I haven't done that cross analysis, but I think that's a really good thing that we could have a look at. Was that the question? Yes. Yes. Yeah. I mean, you know, there's so much data that we did look at. I thought that it was behind us, but there are of course more interesting questions, and this is something that I can have a look at without too much effort. So if I know who it is, I'm happy to share it. It will be next week somewhere, but yeah. Yes, I will send you the info by email. Well, thank you anyway, and so thanks, Vanessa. I just want to add on this point that in fact the data set is available in CC0, so other than us can also dive into the data and make further analysis to particularly, for example, to answer this kind of question. Une dernière question alors, bon, est-ce qu'il existe une structure équivalente ou du même type qu'Opéra en sciences et techniques? Non, je crois pas. Je ne pense pas. Alors, il y a... Bon... Non, je connais pas d'équivalent pour les STM, mais je me trompe peut-être là, j'ai peut-être un trou. On peut pas considérer qu'OpenAir, par exemple, soit un équivalent. OpenAir est à un autre niveau en fait en termes d'infrastructure, parce qu'OpenAir est certes une infrastructure européenne, mais multidisciplinaire et qui est considérée comme une infrastructure numérique ou e-infrastructure dans le jargon de la Commission européenne, alors que Opera est considérée comme une research infrastructure. Pourquoi? Parce que justement, elle est dédiée à une discipline ou un ensemble de disciplines et des communautés scientifiques bien identifiées et particulières. Donc oui, non, finalement, je confirme, il n'y a pas d'équivalent STM, d'équivalent Opera en STM sur le domaine qui nous concerne, bien sûr. Et une dernière question de Marie-Estelle Créalet qui demande si quelqu'un a un projet d'e-book en open access, est-ce que c'est vous la personne contact chez Open Edition? Alors, oui, alors ça c'est une question intéressante parce que ça me permet aussi de mettre au point un certain nombre de choses. Open Edition n'est pas un éditeur. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Open Edition est une infrastructure qui fournit des plateformes de diffusion de contenu aux éditeurs. Donc, si des chercheurs, et c'est un peu le problème qu'on a, c'est qu'on a sur notre alias Contact, on a tous les jours des chercheurs qui nous disent « Je voudrais publier un livre chez Open Edition, voici le manuscrit ». Et à chaque fois, on est obligé de leur dire « Mais non, c'est pas nous, vous devez vous adresser à un éditeur ». Et si vous voulez que votre livre soit diffusé sur Open Edition, adressez-vous à un éditeur qui travaille avec nous, en fait, pour une diffusion en accès ouvert. Donc voilà, merci pour la question, parce que la réponse est non, en fait. Trouvez d'abord un éditeur et ensuite, ou créez votre structure éditoriale si vous voulez publier plusieurs livres et vous lancer dans l'aventure. Mais nous travaillons pour la publication de livres numériques en accès ouvert. Nous travaillons avec des éditeurs ou des structures éditoriales.